Alors, cet objet, j'imagine que vous l'avez toutes et tous reconnu, c'est un tableau de Gustave Courbet qui date de 1555. À ce moment-là, Courbet a très exactement 36 ans. Il est dans la jeunesse, dans la jeunesse, et dans le début de la maturité, de son processus. Je rappelle les dates de naissance et de mort de Courbet, qui sont 1819-1877. Ce tableau s'intitule Bonjour Monsieur Courbet. Et il pose un certain nombre de problèmes, et donc je vais essayer de traiter quelques-uns des problèmes emblématiques qui sont à l'intérieur de ce tableau. Je rappelle très brièvement que on peut classer très rapidement Gustave Courbet dans le courant réaliste de la peinture du 19e siècle. C'est un des peintres les plus prolifiques du 19e. On lui connaît presque à peu près 1 millier d'œuvres qu'on peut dispatcher en plusieurs grandes séries. La maturité commence à partir des années 50. C'est là où il commence à avoir les œuvres les plus provocantes et les plus emblématiques, dont celle-ci fait partie, qui va jalonner évidemment son existence. Et puis après, donc il y a une maturité qui commence jusqu'en 1870 et qui le place comme un des personnages extrêmement importants, un personnage central dans l'histoire de la peinture française. Puis après, il y a le problème de la Commune. Il s'implique dans la Commune, il est mis en prison et ensuite de ça, il s'exile et il part vivre en Suisse. Et puis il finira par mourir de manière assez difficile en 1500, n'importe quoi, en 1877. Alors, il y a plein d'autres tableaux de Courbet. Tout Courbet est absolument passionnant. Courbet est un peintre absolument fantastique. Moi, je voudrais m'intéresser aujourd'hui sur ce tableau pour essayer de vous faire comprendre quelques petites choses. Ce tableau donc s'appelle Bonjour Monsieur Courbet et il représente, c'est une commande, il représente la rencontre de Gustave Courbet avec un de ses commanditaires et un de ses grands collectionneurs, qui est le monsieur à veste verte et à barbe rousse, qui s'appelle Alfred Bruyas. Alfred Bruyas est né en 1821 et il meurt la même année que Courbet, en 1877. Alfred Bruyas est le fils d'un très riche banquier montpelliérain. Alfred Bruyas a vécu toute sa vie comme un rentier et ça a été un très très grand collectionneur de Delacroix et de Courbet. 54, c'est le moment où Courbet arrive à Montpellier, donc il va entretenir pas mal de relations avec Bruyas, plusieurs commandes avec Bruyas, dont un portrait de Bruyas, et cet objet très étrange, vraiment très étrange, qui est une sorte de contrat protocolaire, puisque Bruyas va acheter, c'est à la fois une commande, et Bruyas va acheter ce tableau à Courbet, comme pratiquement acte de commande de la relation entre les deux. Donc ce que vous voyez, c'est donc Monsieur Courbet sur un chemin qui rencontre Monsieur Bruyas, qui est accompagné de son valet, et on sait que la rencontre a eu lieu sur le chemin entre Saint-Jean-de-Vélas et Mireval. Je vous expliquerai après un certain nombre de trucs, parce qu'on sait à peu près comprendre comment tout ça fonctionne et où ça se passe. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a une série de problématiques dans ce tableau qui sont des problématiques, évidemment, des problématiques sociales, parce que ce tableau, le sujet de ce tableau, c'est un problème historique et un problème social. Ça ne représente pas autre chose, ça deviendra un problème d'histoire de l'art, mais dans un premier temps, c'est un problème d'histoire sociale. La première chose que ça indique, c'est que ça indique une relation qui est très complexe au commanditaire. Ce que vous voyez est donc, très étonnamment, l'artiste qui est mis en position de dominant, à la fois par la force physique, à la fois par la barbe et la directionnalité de la barbe, et de l'autre, un commanditaire, c'est-à-dire celui qui a l'argent et qui fait vivre l'artiste au sens propre, qui est lui posé dans une position de passivité, une position de faiblesse. Il y a une sorte d'inversion des rôles, c'est-à-dire que l'acte protocolaire de Courbet, c'est d'affirmer la puissance du commanditaire, la puissance de l'artiste, contre la puissance du commanditaire. Et ça, c'est important. Et ça se voit évidemment à la position de la tête de Courbet contre la tête de Bruyas. Bruyas a les yeux qui sont plutôt baissés vers le bas, tandis que Courbet a le visage redressé et cette barbe abusivement érigée. Mais voilà, c'est une manière d'affirmer la puissance de l'artiste contre le commanditaire.
La deuxième chose que ça dit, une fois qu'on a compris ça, la deuxième chose que ça dit, c'est que c'est une critique très profonde de la part de Courbet de la question des classes et des représentations des classes sociales. La position autoritaire de l'artiste, la position beaucoup plus dominée du commanditaire, et évidemment, là, on n'est pas dans une reconfiguration du monde, là, on est dans un dispositif qui est historique, c'est-à-dire la position parfaitement dominée du serviteur. Le serviteur a les yeux baissés, le serviteur a la tête baissée, et le serviteur est dans une position qui lui est dévolue, une position de dominé. Donc là, on est, voilà, même si les têtes sont au même niveau, mais quand même, c'est lui qui est le plus éloigné et c'est celui qui est dans la position la plus dominée. Ce qui est intéressant, c'est si je passe à l'image, évidemment ça ne marche pas, si je passe à l'image suivante, c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que le coup de génie de Courbet, c'est que la position de sa canne et la position de la canne du serviteur sont strictement parallèles. C'est-à-dire que même si Courbet se met dans une position d'autorité, il est autoritaire parce qu'il est l'artiste, c'est lui qui domine. En revanche, il est dans la même directionnalité que les classes populaires. C'est-à-dire que la ligne de la canne du serviteur est exactement parallèle à la ligne de la canne de Courbet. C'est le maître qui n'est pas dans la même position. Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement important de comprendre ce tableau, puisque ce tableau, la position des cannes indique cette question-là. C'est-à-dire que l'artiste devient une sorte de messie, alors c'est très 19e, très 19e, qui va être en mesure, il est du côté de la classe populaire, et l'artiste, c'est celui qui, parce qu'il a la capacité à dominer le dominant, de racheter ou de rédimer les classes populaires qui sont soumises. Et c'est très précis de la manière avec laquelle on peut le voir. Troisième chose à comprendre dans ce tableau, c'est que c'est ce qu'on appelle une scène de genre. Donc, comme on a vu avec Campi, au sens propre, ça ne dit rien de plus que trois mecs qui se rencontrent sur un chemin. C'est pas plus compliqué. C'est une scène de genre. Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau conceptuel. C'est que d'une scène de genre, ce tableau devient un contrat. Et qu'il devient le contrat qui sera passé entre le commanditaire et l'artiste. Puisque ce tableau sera acheté, il y a eu énormément de discussions entre les deux, ce tableau sera acheté par Bruyas. Il a tenu évidemment à acheter ce tableau, et que c'était très important pour lui de l'acheter, parce que c'était le début de cette relation qui était fondée avec Courbet. Quatrième chose à comprendre dans cette chose extrêmement importante, c'est que, on le sait parce que Courbet l'a dit lui-même et que ça a été commenté des dizaines de fois, on le sait aussi parce que c'est une des choses les plus importantes, enfin c'est un des motifs populaires les plus importants au XIXe siècle, c'est que Courbet s'est représenté dans la figure de ce qu'on appelle le juif errant. Alors le juif errant, c'est une figure qui est très très traditionnelle depuis le Moyen-Âge, c'est une figure extrêmement complexe à comprendre, qui serait ce témoin de la passion du Christ qui ne parviendrait pas à mourir et qui, siècle après siècle, dans son errance, viendrait rappeler évidemment le témoin de cette passion. S'il se met dans cette position du juif errant, il est lui-même la position de ce témoin, le témoin de la passion du Christ et le témoin de cette douleur. Il est techniquement, au sens propre, il est celui qui ne peut perdre la vie puisqu'il a perdu la mort. Et en ce sens, il devient à la fois le symbole de celui qui rédime, mais en tout cas qui rachète la possibilité de la douleur, et surtout, il devient à partir de ça la figure de l'artiste. Il devient symboliquement la figure de l'artiste. La chose qui, évidemment, ne pouvant pas accéder à la mort, puisqu'il a perdu la mort, mais qui ne peut pas perdre la vie et qui va maintenir cette idée d'une transfiguration par l'œuvre des dispositifs. Ça, c'est important. Hein, c'est assez important de comprendre cette figure. Cinquième point pour comprendre ce tableau, vous voyez évidemment la différence. Je remets l'image de base. Vous voyez la différence. Courbet n'a pas un bâton comme les autres. Courbet a très techniquement, c'est pas compliqué à le découvrir, il a très techniquement ce qu'on appelle un bâton d'arpenteur. Et comme par hasard, derrière lui, dans son ombre, qu'est-ce qu'il y a au bord du chemin? Il y a une borne miliaire. C'est-à-dire que ce que dit Courbet, en se posant comme artiste et en se posant comme artiste arpenteur, c'est-à-dire c'est lui qui arpente le monde, c'est l'artiste qui arpente le monde, et c'est l'artiste qui donne la mesure de la lecture du monde. C'est lui qui fabrique les unités de mesure, et à partir de ça, puisqu'il fabrique la représentation et qui fabrique les modèles à partir duquel
on va regarder le monde et comprendre le monde. Et vous allez voir après, je vais vous le démontrer par une deuxième chose. Et donc évidemment, l'artiste au sens propre est un arpenteur, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui, à la fois dans la figure du réalisme, c'est à lui de décrire le monde et c'est à lui de construire et de reconstruire le monde à partir d'une unité de mesure qui lui est propre. C'est donc lui, à partir de ce moment-là, c'est plus le commanditaire qui forme la mesure, c'est lui qui forme la mesure et qui va donner l'indication de la manière avec laquelle on va mesurer le monde et comprendre le monde. C'est extrêmement important de voir cette double chose. À la fois le bâton d'arpenteur et évidemment la borne miliaire qui est derrière. Et alors, c'est là, on arrive, donc point suivant, je ne sais plus combien, juste 6e ou 7e, c'est le point suivant, c'est le point le plus compliqué, c'est le double problème de l'ombre. Premier problème de l'ombre, c'est que Courbet, dans son immense provocation, peint le commanditaire dans l'ombre et se peint, lui, dans la lumière. C'est-à-dire que ce qu'il affirme en 1855, une sorte de renversement, c'est-à-dire que certes, c'est le commanditaire qui possède la puissance, mais le commanditaire ne sera toujours et exclusivement que du côté de l'ombre. Celui qui prendra la lumière, ou celle qui prendra la lumière, ça n'est toujours exclusivement que l'artiste. Et c'est cette affirmation fondamentale qu'il y a, puisque lui est dans la lumière, alors que Bruyas et son serviteur demeurent dans l'ombre. C'est là aussi une manière de signer la puissance du tableau. Et deuxième chose, et alors c'est là le deuxième problème de l'ombre, qui est le problème le plus fascinant, c'est ça. C'est que la ligne rouge est la ligne de l'ombre portée du bâton d'arpenteur de Courbet. La ligne jaune ici, c'est la ligne qui est parallèle à l'esquisse de l'ombre portée de la canne de Courbet. La canne du commanditaire de Courbet, pardon. Et de toute façon, ça se voit. Hein, vous regardez la projection de l'ombre de l'arbre qui couvre le commanditaire et la projection de l'ombre de Courbet. Vous vous rendez évidemment compte que, absolument distorsion fondamentale dans le tableau, les ombres ne fonctionnent pas de la même manière. C'est comme s'il y avait deux types de lumière ou deux projections. Alors, évidemment, ça induit une première chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous vous familiarisez à ça, la première chose que vous comprenez, c'est qu'évidemment, il y a une erreur dans la réalisation du tableau. Mais cette erreur ne devient pas une erreur à partir du moment où vous avez lu dans la partie suivante que Courbet a le bâton d'arpenteur. Courbet est donc celui qui désigne la mesure avec laquelle on va lire le monde. Et si Courbet, en tant qu'artiste, désigne la possibilité de tordre le principe de l'ordre, de la projection de l'ombre, du soleil, de la perspective, etc., il le fait. Et la signature effective du tableau se trouve très précisément dans la disjonction de ces deux ombres, l'ombre qui est celle de l'effectivité, la signature de l'artiste, et celle-ci qui est l'ombre, peut-être celle de la vraie ombre, c'est-à-dire celle qui va couvrir comme ombre, par l'ombre le commanditaire, mais en tout cas ça fabrique deux unités de mesure à l'intérieur du tableau. Et le tableau produit une sorte de dualité, de crise, parce que du coup, on est bien obligé de comprendre qu'il y a un problème majeur à l'intérieur de ce tableau. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas simplement parce que c'est un acte conceptuel de signature de Courbet, de désigner la manière avec laquelle il va fabriquer l'ombre et fabriquer l'unité de mesure, à la fois du monde, de la représentation du monde, et surtout nous indiquer la manière avec laquelle, parce qu'il est du côté de la puissance, il va nous obliger à regarder le monde et nous indiquer une manière de lire le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'artiste qui détermine la représentation en produisant la distorsion. Et donc, ça affirme la supériorité, évidemment, de la peinture. Alors là, il ne faut pas que je le dise trop fort, évidemment, ici, mais on sait aussi que Courbet n'a cessé d'affirmer la supériorité de la peinture sur la photographie, entre autres pour cette question que l'image picturale a la capacité de produire cette distorsion et de le produire comme un acte conceptuel. Bon, après, on sait aujourd'hui qu'on peut dépasser ça, mais ça a été une des grandes questions du XVIIIe siècle. Du XIXe siècle, pardonnez-moi. Donc l'affirmation évidemment de la supériorité de la peinture et donc la question de l'artiste. Avant-dernier point, qui est extrêmement c'est important à comprendre, qui est cette petite chose. Généralement, personne n'y regarde jamais attention, qui est l'autre manière de la signature obscure des images, c'est de regarder ce qu'il y a sur le bord du chemin. Or, sur le bord du chemin, vous repérez deux choses, pas très difficiles à repérer. Vous repérez du lierre grimpant et des coquelicots. Alors, s'il y a des coquelicots, vous vous en doutez bien, on est en Occitanie et vous comprenez qu'avec l'habillement des personnages, on n'est certainement pas en été, mais on est au tout début du printemps. Il fait encore un peu frais.
Alors lui, il est jeune, il peut être en manche, mais les autres sont quand même habillés. Donc on est au tout début d'un printemps. Il y a encore il y a encore des coquelicots. Et de toute façon, la campagne est particulièrement verte et elle n'est pas encore cramée par le soleil. Donc ça indique une première chose, c'est-à-dire ça permet de comprendre où se situe le tableau et comment il est daté. La question, c'est de savoir qu'est-ce que viennent foutre ce lierre grimpant et la question du coquelicot. C'est toujours simple, hein. Enfin, c'est toujours simple, non, mais c'est toujours cette question de lire dans la question de la symbolique. Le lierre représente deux choses, représente depuis l'Antiquité une forme de la persévérance, et c'est le lierre qui ceint la tête de Bacchus et qui ceint le Thyrse. Et donc, ça veut dire que dans la tradition du 19e siècle, Courbet se place évidemment du côté de Dionysos et du côté de l'impulsivité de Dionysos. D'où la nécessité de faire courir au premier plan de manière assez visible cette question du lierre. De l'autre côté, vous avez le coquelicot. Alors, le coquelicot qui a été un sujet qui a été abondamment peint au 19e siècle, et le coquelicot dans une tradition extraordinairement ancienne. Le coquelicot est la figure emblématique ou le symbole, si vous voulez, de ce qu'on appelle, on appelle tout simplement la question de l'esthétique, c'est-à-dire le rapport à la beauté et la nécessité de capter quelque chose. Et là aussi, c'est deux autres formes de signature du peintre, depuis cette position esthétique, à fabriquer depuis la question du lierre et depuis la question du coquelicot. Et donc, dernier point pour conclure ce que j'avais à vous dire sur cette peinture, qui se fonde évidemment sur ce quadrillage très précis. Le petit point rouge, c'est évidemment le point de fuite, qui est évidemment perdu, puisque le point de fuite n'a plus aucun intérêt, puisque la question, c'est de comprendre, une fois que vous avez compris que le point de fuite est perdu, de comprendre que c'est le problème de la disjonction des ombres. Donc il faut impérativement comprendre que cette œuvre n'est pas du tout une œuvre de genre, c'est pas du tout ça. C'est une profonde œuvre protocolaire, puisque c'est une œuvre contractuelle. C'est une manière de signer un contrat avec un commanditaire, et dans la signature du contrat avec un commanditaire, de lui dire une manière avec laquelle les choses vont se disposer dans une histoire de l'art, une sorte de manière d'énoncer en 1855 quelque chose d'une nouvelle forme, d'un nouveau commanditaire, d'une manière nouvelle de se tenir en tant que commanditaire et en tant qu'artiste. Et donc évidemment, c'est une position très moderne. Et de l'autre côté, en plus d'être une peinture conceptuelle, ça reste et ça demeure, à mon sens, une peinture fondamentalement politique. Et depuis cette peinture fondamentalement politique, elle affirme de manière conceptuelle que l'artiste dispose de la manière avec laquelle il représente le monde. Et en ça, il signe une modernité qui est définitive à cet endroit-là. Voilà.